C'est le Focus Broadcast saison 3 épisode 11 si ma mémoire est bonne, présenté par Serge Cosmans et moi-même DJ Quack. Et comme disait l'autre, il y a un glitch dans la Matrix parce que on a effectivement vécu déjà cette situation. En l'occurrence, la semaine passée, un problème technique qui nous a empêché de délivrer votre Focus Broadcast du mois. Nous recevons donc 1m95 et une bonne centaine de kilos de muscles de présence et de langue chatoyante, a.k.a. Jean-Michel Snook, pour son livre Mémoire d'un tatoueur, mais pas que. Bonjour Jean-Michel, merci d'avoir accepté et d'avoir réaccepté notre réinvitation. Bonjour Phil, tu disais épisode 11, c'est pas vrai du tout, c'est l'épisode 11 bis. C'est tout à fait exact, on est là pour parler de ton bouquin, on est là pour parler du personnage que tu es, puisque tu es un vrai personnage, en tout cas pour moi, en ce sens que les paradoxes qui t'animent sont particulièrement intéressants. On va d'abord parler effectivement du bouquin. Moi, comme j'ai dit la semaine passée en introduction, le langage de ton bouquin me fait penser à un croisement entre Bruxelles City en 2015, San Antonio et Michel Audiard, et je trouve ça plutôt chatoyant. Voilà. La comparaison est flatteuse. Cette langue-là, ce langage-là, c'est du parler de tous les jours ou c'était spécialement fait pour... Ça a été pensé, ça a été pensé pour le livre? Non, ça n'a pas été pensé pour le livre. J'ai écrit ça comme je parle tous les jours. Du coup, puis si mon langage peut paraître dépassé, j'assume complètement. J'assume complètement l'argot d'antan, en fait. C'est la plus belle langue pour toi? C'est le plus beau langage français pour toi? Non, la plus belle langue, c'est celle qu'on parle vraiment tous les jours. Alors Jean-Michel, on est donc là pour parler de ton bouquin qui s'appelle Mémoire d'un tatoueur, parce que tu es tatoueur, comme on vient de le dire. Et j'avais envie de poser la question un peu con, mais c'était... Pose. Ouais, voilà, c'était quoi qui t'a, un jour, dans les années 80, si je ne m'abuse, donné envie de te tatouer? Est-ce que c'est quelqu'un que t'as vu dans la rue? Est-ce que c'est une idole? Est-ce que, voilà. C'est un ensemble de trucs. Déjà, il y avait une façon de vivre qui était la mienne et puis celle de plein d'autres gens. Où le tatouage faisait un peu partie du truc, d'une culture rock'n'roll, d'une culture un peu voyoux aussi, on va oser l'avouer. Et puis dans la bibliothèque paternelle, je suis tombé sur un bouquin écrit par un psychopédagogue cuistre quelconque dont je tairai le nom à l'antenne parce que je suis un mec poli et que j'ai pas envie de dire du mal, c'est pas du tout mon style. Et qui voyait vraiment dans le tatouage la marque de la canaille, le truc marginal par définition. Pour lui, un tatouage, c'était même quelque chose qui procédait clairement de l'état d'esprit criminel. Et je crois qu'il fallait pas beaucoup plus pour me motiver. C'était en quelle année, ça? Là, on parle entre 83 et 86, par là. C'est là que l'envie est née. C'est là que l'envie est née. Mais le problème, c'est en 83, 84, 85, par là, j'avais évidemment pas les sous pour me faire tatouer. Ça me fait un petit peu rire maintenant quand je vois des gamins de 18 piges qui se pointent avec 250, 300, 350 euros en poche et puis qui disent vas-y, fais-moi un tatouage. Ça correspondait pour moi à des mois et des mois d'économie. Mon premier tatouage en 86, ça m'a coûté 1500 balles, mon pauvre. J'ai bouffé des hot dogs pendant plusieurs mois pour pouvoir me payer ça, tu vois. Ce premier tatouage représentait quoi donc? C'était un papillon. L'histoire que sur je ta raconte grande carcasse, petit papillon sur ta grande carcasse. L'histoire telle qu'elle est racontée dans mon bouquin, puis qui est vraie, parce que je dis que des trucs vrais, si, je te jure, c'est que j'avais vachement gambergé à l'idée de me faire tatouer, j'en crevais d'envie et tout. Et puis j'avais réfléchi à un tas de trucs, y compris mettre des sous de côté. Et puis je me pointe chez le tatoueur, je passe les premiers contacts, jusqu'au moment où il me dit, ok, tu veux quoi maintenant? Et à ce moment-là, j'ai vraiment un blanc, j'ai un trou, je savais même pas ce que je voulais. Je voulais me faire tatouer, oui. Alors c'est marrant parce que je me fous de la gueule des clients qui ont cette démarche-là aujourd'hui, qui veulent se faire tatouer, qui ont pas réfléchi du tout au motif. Et puis ils me demandent quoi, et puis moi, pour pas avoir l'air con, mais en un quart de seconde, je vois l'image de Steve McQueen dans Papillon, qui ouvre sa chemise en jeans et qui la montre à Dustin Hoffman en disant combien pour envoyer ça à New York. Il avait un grand papillon bleu tatoué sur la poitrine, du coup j'ai fait un papillon.
Et puis en fait, j'avais pas les sous pour le grand papillon bleu, j'avais les sous pour le modèle entrée de gamme, on va dire, tu vois. Tu dis dans ton bouquin que le tatouage c'est une addiction, donc une fois qu'on commence, on en veut toujours plus. Est-ce que ça se confirme ou bien c'est tout à fait personnel? Non, je confirme totalement. Et puis à la limite, je pourrais confirmer que pour moi et pour mes clients. Et puis j'ai en face de moi mon vieux camarade DJ Quack qui pourra confirmer la chose, vu que lui aussi il est bien ancré, quoi. Mais mon vieux papillon, je l'ai gardé parce que c'est quand même. Ça a été recouvert. J'ai recouvert plein de trucs sur moi, mais j'ai pas recouvert celui-là. Il est moche. C'est clair. Ouais, parce que tu dis dans le bouquin qu'il y a des dessins qui sont absolument pas faits pour le tatouage, en fait, parce clairement. On a un peu du mal à s'imaginer parce qu'on est dans une époque où c'est quasi des pages de design qu'on retrouve sur les bras des gens maintenant. Mais carrément. On est dans une époque où les tatoueurs ils travaillaient avec quelques modèles de base, où c'était plus des moines copistes que de grands artistes. C'était des gens qui vivaient un peu à la frontière de la légalité. Comme disait le mec qui m'a appris à tatouer, la seule légalité du métier, c'est que l'État, dans sa grandeur d'âme, accepte le pognon de mes impôts. Et quelque part, c'était assez vrai. La loi sur le tatouage, elle est venue beaucoup plus tard. Elle est venue en 2005. Ouais, on en reparlera tout à l'heure. Toi, tu as commencé en début des années 90, c'est ça? J'ai commencé à me faire tatouer en 86. Je suis devenu tatoueur en 94. Ouais. Bon, entre-temps, c'est pas mal de choses, mais c'est pas le sujet. Et j'ai commencé en 94, un peu par coup de bol, en fait. Aujourd'hui, je vois des gamins qui pleurent, qui vont d'un studio à l'autre en demandant, en gémissant, en suppliant pour un apprentissage. Et puis, moi, j'ai pas eu à le faire. On m'a dit, dis donc, tu dessines pas mal, tu viendrais pas bosser avec moi? Et puis, j'étais justement à un moment charnière de ma vie, et puis, où je savais pas très bien où j'allais, puis du coup, j'ai dit oui, et puis me voilà, quoi. Il faut savoir bien dessiner, ça c'est mieux quand même. Ouais. C'est mieux. Mais c'est pas le plus important, je pense. Moi, j'ai appris à dessiner pour tatouer. Ce qui m'intéressait, c'était tatouer. Dessiner, c'est un outil. Après, y a des gens qui suivent un autre parcours. Bon, ça c'est le mien. Puis voilà. Mais c'est mieux de savoir dessiner. Ouais, c'est comme il est mieux de pas être végétarien si tu veux bosser à la maison du bœuf. Si tu veux. C'est mieux savoir. C'est mieux de savoir dessiner sur la peau, pas sur une feuille ou sur un mur. C'est cette nuance-là. La nuance, c'est que la feuille, elle est en 2 dimensions, que la peau, elle est en 2 dimensions sur un support qui est en 3 dimensions. Du coup, il faut tenir de ça. Puis la peau, ça vieillit, la peau, ça évolue, la peau, ça change. La peau, c'est pas blanc. Et puis voilà, ça, ce sont tous des éléments dans lesquels il faut tenir compte. Tu nous disais la semaine passée, puisqu'on a déjà fait cette interview, qu'on l'a refait à cause d'un problème technique, qu'en fait on est un peu dans l'inconnu parce que t'as plein de motifs qu'on le voit actuellement sur la peau des gens. On ne sait pas très bien comment ils vont vieillir. Non seulement on ne sait pas très bien comment ils vont vieillir, mais ceux qui ont du métier, et je prétends en faire partie, supposent ou présupposent que ça va pas si bien vieillir que ça, et même que du contraire. Et là, je donne dans l'euphémisme soft. Il y a de fortes chances que des choses qui sont très très belles sur la peau aujourd'hui vieillissent de façon absolument atroce. Parce que la peau, ça vieillit, et ça, je vais insister là-dessus. On est sur un métier, et là, je l'ai dit la semaine passée aussi, mais tant qu'on est dans l'érudite, on va se faire plaisir un peu, tu vois. On va pas continuellement rappeler qu'on est des foireux. Si. Où l'expérience, c'est vraiment un truc prédominant. Quelqu'un qui est très doué en dessin, et puis qui se lance dans l'aventure du tatouage, il va être très souvent tenté de faire des trucs qui vont pas tenir compte des codes graphiques des anciens tatoueurs. Ce sont des codes graphiques qui sont conçus pour un truc évolutif, pour une peau qui va vieillir. Typiquement, les vieux motifs japonais ou les vieux motifs qu'on appelle old school sont des choses dont on sait qu'ils vont vieillir très très bien. Tout le reste, malgré les encres modernes, tout le reste, en fait, on sait pas. Ouais. Les encres modernes, moi, je les ai vues apparaître en 95, 96. Il y a donc personne qui a jamais vu quelque chose fait avec ces encres-là qui est plus de 20 ans. Parce que jusqu'à il y a 20 ans, ça existait tout simplement pas. Qu'est-ce qui a changé dans les encres? Les encres modernes. Quoi les encres ont changé? Elles sont plus faciles à rentrer. Donc, on doit taper moins dans la peau pour les faire rentrer. Et a priori, tout indique
qu'elle reste mieux. Que le rouge reste rouge beaucoup plus longtemps, sans s'affadir, sans devenir pâle. Maintenant, c'est un pari. Tout indique que, mais ça reste un pari. Autrement dit, ne pas tenir compte des vieux codes graphiques, ça reste aussi faire un pari. Un pari qui a toutes les chances de réussir, c'est vrai, c'est pas avec les raisonnements comme les miens que le machin il va avancer, que je vais pas faire avancer le schmilblick. Je m'en tiens à des recettes qui marchent, si tu veux. Non, ça reste un pari, puis je trouve ça un petit peu audacieux de faire des paris sur la peau des gens, quoi. Si on s'en tient à des recettes qui marchent, le schmilblick il avancerait peut-être pas beaucoup, mais on peut promettre à un client, voilà, ça va rester beau pendant les 60 prochaines années qu'il te reste à vivre, si tu vis encore 60 ans. On dit que la technologie moderne permet d'effacer des erreurs de jeunesse. Et tu disais la semaine dernière que c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai parce que j'ai pas encore vu d'opération de détatouage même au laser qui ne laisse vraiment plus de traces. Il y en a peut-être que je sais pas tout, puis c'est même probable. En tout cas, il faut quand même considérer ça comme définitif. Aussi, retirer un tatouage au laser, d'abord, ça va pas être tout un bras, le tatouage qui fait tout un bras. Typiquement, ton bras à toi, si tu veux le retirer au laser, le dermatologue, il va beaucoup rire. Ça me prend des plombes et ça fait un mal de chien de surcroît. Et puis ça coûte les yeux de la tête. Et puis ça coûte les yeux de la tête. Donc, du coup, pour le dermatologue en question, soit il te dira non, soit tu te donneras une rente. C'est une option aussi, si tu veux. Donc il faut quand même beaucoup mieux considérer ça comme définitif, clairement. Le moyen dont toi que tu préconises, c'est de le recouvrir. Ouais. Sachant que, pour recouvrir, il faut s'en donner les moyens aussi. Savoir, on va pas recouvrir un truc de, 25 cm² avec un truc qui en fait 3. On va d'office taper beaucoup plus grand, et puis ça implique toute une série de contraintes. Une logique aussi, je suppose, ton papillon deviendrait un dragon ou quelque chose. Ça peut il va devenir quelque chose de beaucoup plus grand. Et puis il va pas devenir l'Empire State Building, quoi. Clairement. Et puis les motifs par lesquels on va pouvoir recouvrir, ça va être très souvent, le tatoueur, celui qui connaît son métier en tout cas, il va restreindre. Il va dire, avec ça je peux te recouvrir, avec ça je peux pas. Et avec ça je ne veux pas. Typiquement, à la piscine où je vais souvent, parce que ma fille est à une école qui est à exactement 150 mètres d'une piscine, il y a une nana, sur le bras, sur le haut du bras, sur l'épaule, elle a un carré noir. À l'autre bout de la piscine, je peux dire, mais putain, ça c'est un recouvrement. C'est un recouvrement bâclé, recouvrir quelque chose par un carré noir. Enfin bon, il y en a qui aiment, c'est une expérience graphique, avoir un carré noir sur le haut du bras, tout ça. Ah, c'était Daniel Dark qui avait tout un bras noir, je pense. Je connais pas Daniel Dark personnellement. Le chanteur de Taxi Girl, je me rappelle, ouais. Ici c'est Paris, ça s'écrit MERDE. Je me rappelle aussi, toi aussi apparemment. Une culture rock'n'roll des gens qui ont presque 50 ans. Tu disais que dans ton livre que le milieu du tatouage a ses codes et c'est même un code d'honneur. Donc recouvrir quelque chose que quelqu'un d'autre a fait, est-ce que ça se fait sans problème? Ça se fait sans problème, surtout si c'est moche. Puis ce code d'honneur, faut bien dire ce qu'il y a. Il existait avant. Il a disparu. C'est dommage. Je suis le premier à le déplorer. Bon, c'était un code d'honneur. Bon, c'était pas celui des scouts, un peu truand sur les bords. C'était un peu truand sur les bords. Les manquements se payaient parfois d'un pavé dans la vitrine. La faute, c'est peut-être bien la faute à nous qui avons formé la génération suivante de tatoueurs, où on les a peut-être formés un peu vite. C'était des gens qui, eux, sortaient des écoles d'art, contrairement à nous. Du coup, leur formation s'est fait rapidement, puis elle a peut-être été un peu bâclée, puis on a peut-être voulu former trop de gens. On formait trop de gens parce qu'on voulait gagner plus en bossant moins, c'est l'idéal d'un peu tout le monde, sauf des hypocrites. Et peut-être d'un ou deux membres du PTB. La plupart des gens, ils veulent bosser plus et gagner moins. Bosser moins et gagner plus, c'est clair, quoi. Il faut quand même dire que aussi, alors je sais pas si c'est de votre faute, je réagis par rapport à ce que tu viens de me dire, mais que le tatouage, on en voit beaucoup plus et c'est beaucoup plus centré dans les mœurs qu'il y a 20 ans. Je veux dire, on est 3 en studio, je suis le seul à ne pas être tatoué. L'autre soir, j'étais à une table de 6, on était 2 à ne pas être tatoué. C'est quand même. C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal, mais je veux dire, c'est vraiment c'est entré dans les mœurs, et ça ça ne choque plus personne. Et ça c'est pas mal. Ouais. Je dis c'est pas mal parce que ça veut dire que le regard, la pression sociale du regard de l'autre a un peu diminué. Maintenant, on va plus hésiter à engager chez ING quelqu'un qui a un tatouage.
Ouais. Mon banquier, à moi, il est tatoué. Et c'est toi qui l'as tatoué, je crois. Ouais. Et mais est-ce qu'on le voit? Bah là, ça dépend un petit peu, parce que de la façon dont il s'habille. Ouais. C'est vrai qu'avant, quand on allait se présenter à des boulots, on était plus ou moins tenus... Tenu à être pas tatoué, en gros. Tenu si on était tatoué, à ce que les tatouages ne soient pas visibles. Ah, pour bosser chez Disney, tu peux toujours pas être tatoué, ni même avoir de moustache d'ailleurs. Et que ceux qui arboreraient des tatouages visibles, c'est-à-dire sur les mains ou sur la face ou sur les doigts, par exemple, ou vraiment à la limite des poignets, etc., étaient effectivement considérés comme des gens qui devraient fonctionner hors système, ou alors faisaient partie du système tatoueur. Écoute, si j'avais pas entendu il y a des années, ouais, moi j'aimerais bien un tatouage sur l'avant-bras, mais je peux pas à cause du boulot. Si j'avais gagné 100 balles chaque fois que j'ai entendu ça, aujourd'hui je serais pas là, je serais sur une île, il y aurait 2 palmiers, un hamac, je serais dans le hamac, et puis il y aurait 3 nanas fortement déshabillées, dont une qui m'apporterait des boissons dans les noix de coco avec un petit parasol en papier. J'aime beaucoup les petits parasols en papier. Tu pourrais faire un motif de tatouage, ça? Le hamac. Le hamac, puis la noix de coco avec la boisson dedans et les petits parasols en papier. Mais on parlait des codes tatouage graphique, par exemple, les 3 nanas fortement déshabillées, ça fait partie du code tatouage graphique, des vieux tatouages américains, les pin-up, etc. Carrément, j'adore ça. En quoi est-ce que ces codes-là ont changé? En quoi est-ce que ces codes-là ont évolué? Des sujets de tatouage classiques, comme par exemple une pin-up, qu'est-ce qui a changé depuis l'établissement et Tu confonds motif et code. Code graphique, quand je parle de code graphique, je parle de lignes ayant une certaine importance, de lignes propres, d'ombrage très marqué, de couleurs bien tapées. En gros, on constate que tout ce qui est trop fin ou trop subtil sur la peau, à long terme, ça tient pas la route. On constate que les couleurs sont beaucoup plus flash, beaucoup plus brillantes quand elles sont soutenues par une bonne ligne noire, par quelque chose de sombre autour. Donc tout ce qui est fait en couleur directe, c'est un peu comme de l'aquarelle. Si les couleurs en question s'affadissent même un tout petit peu, à terme ça deviendra moche. D'accord ? Donc là on parle de code graphique en tant qu'efficacité graphique. Si je tape une pin-up avec des bonnes lignes bien soutenues, ou que je tape une pin-up sans ligne, l'effet à très long terme va être très différent. On faisait déjà des pin-up il y a 100 ans, on en fera encore dans 100 ans, c'est très bien comme ça, tout le monde aimait le pin-up, enfin moi. Et puis moi et tout le monde, ça fait... Je ne fais qu'un avec le monde, l'univers à ce niveau-là, si tu veux. Qui n'aime pas les filles à poil Tu dois tatouer beaucoup de gens de chez dans le doigt. Eh bien, écoute, figure-toi que oui. J'ai une cliente, une fille merveilleuse d'ailleurs, à qui j'ai fait, je dois avoir passé une 30aine d'heures sur sa peau. La dernière fois, c'était pour une tête de Bambi qui fait la moitié de son bras, tu vois, tout entre le coude et l'épaule, c'est Bambi. Et elle est blonde, elle a, enfin là tout ce qu'il faut, c'est dans la catégorie pin-up. C'est quoi les motifs qui viennent le plus maintenant C'est tout, ça varie tous les ans. Hein. Bon, alors, cette année, c'est le sigle de l'infini avec une plume et marqué Love dedans. Voilà, c'est le truc de cette année. Hein. Cette année, ça et puis les montres à l'ancienne. Ça c'est vraiment chiant d'ailleurs. Les montres à l'ancienne. Ouais, les montres à l'ancienne, c'est les montres de Gouzet et tout, mais tatouées en grand. C'est un truc, ça c'est vraiment à la mode, ça prend des heures, c'est très cher. J'adore. Mon banquier adore aussi, pour la même raison d'ailleurs, parce que ça me rapporte des sous et après j'en ai plein sur mon compte. Pas tant que ça d'ailleurs. Alors tu t'es installé dans le centre-ville de Bruxelles il y a 20 ans quoi à peu près. Ouais. Ça de ce côté-là en soi-même évolué, je suppose, parce que les modes musicales étaient plus portés il y a 20 ans sur le tatouage que maintenant, non? C'est un quartier qui a changé, qui a toujours été touristique, hein, avec la proximité de la Grand Place et de la rue où on mange le plus mal à Bruxelles.
C'est la petite rue des Bouchers. J'ai pas de copains restaurateurs à la petite rue des Bouchers. J'essaie de choisir mes restaurants avec un peu plus de discernement. Mais c'est un quartier qui a changé. Il y avait des voyous avant, il y a encore des voyous, mais c'est plus les mêmes voyous. Et puis, il y avait des commerces avant, et puis il y a toujours des commerces, et maintenant c'est des night shops. C'est un quartier qui a pas mal changé. En bien ou en mal, là je donnerai pas d'avis, d'ailleurs, j'ai pas forcément d'avis sur la question. On a tous à un moment une nostalgie de notre jeunesse où tout était mieux, les filles plus belles, les étés plus chauds, les hivers plus froids, et la fondue au fromage meilleure. Mais... Non, ce que vous entendez, c'est que quand tu t'es installé, il y avait peut-être des modes musicales qui prêtaient plus au tatouage que maintenant. Oui, bah c'est-à-dire qu'il y avait le grunge et la techno et tout ça, il y avait le grunge, ouais, et puis il y avait les vieilles bandes de punk qui étaient à cette époque-là, c'était la fin du punk, hein. Les quelques punks qui restaient sombraient soit complètement dans la drogue, soit dans le punk à chiennisme, ils achetaient des chiens et puis voilà. C'est vrai qu'il y avait le mouvement hard rock existait encore. Il y avait Birkelder Grand Place où il y avait tous les chevelus adeptes de headbanging qui se donnaient rendez-vous pour boire de la bière. J'y allais aussi d'ailleurs. Et maintenant, c'est moins culturel et plus grand public, je dirais. Je crois, ouais, clairement. Tu fais d'ailleurs dans le bouquin la typologie de quelques clients. Ouais, je fais la typologie des clients qui me tapent sur les nerfs, mais on a beaucoup. Il y en a beaucoup, ça mais prend clairement. Quand même un tiers du livre. Et c'est amusant parce que j'ai eu ce week-end suite à la foire du livre des commentaires de collègues en MP sur Facebook qui me disaient mais ceux qui te tapent sur les nerfs à toi, c'est rigolo, ils nous tapent sur les nerfs à nous aussi. Puis très souvent d'ailleurs ça devient pas vraiment des clients en fait, ils réussissent à taper sur les nerfs à tout le monde puis ils se font jeter de partout. Ouais. Sauf peut-être des quelques tatoueurs qui ont vraiment besoin d'un client en plus et qui sont obligés, les pauvres, de prendre ce qui vient. Dieu merci, les tatoueurs installés depuis longtemps n'ont pas à faire trop la pute pour avoir bouffé, quoi. Ce que tu expliques dans le bouquin d'ailleurs, c'est que la plaie dans votre secteur, c'est les gens qui ont l'air de considérer vos studios comme un musée de graphique, quoi, qui viennent juste regarder un catalogue. Ça c'est la vraie plaie. D'ailleurs, j'ai plus de catalogue. Je bosse plus avec les catalogues. Ne serait-ce une des raisons, c'est ces gens-là, c'est pour pouvoir les jeter en disant non, j'ai pas de catalogue, désolé. Ouais. Puis en même temps, c'est vrai, je dessine un motif nouveau et particulier pour chaque client. Mais en même temps, ça, c'est vrai que c'est un confort de pouvoir se débarrasser de ces gens-là. Oh, venez Marie-Thérèse, nous allons aller voir un tatoueur. Peut-être même qu'on y verra des vrais voyous avec des motos et des blousons en cuir et l'enfant. Oh, le petit Thomas va adorer. Dans ton bouquin, tu dis que le nombre de salons de tatouage a exponentiellement explosé. Exponentiellement explosé, ouais, le mot est juste. Ouais. Et donc il y a beaucoup plus de concurrence. Est-ce que tout le monde bouffe? Bah tout le monde bouffe moins bien, c'est clair et net. Quand j'ai commencé, on était 3 ou 4 sur Bruxelles, grand maximum. Là, en comptant les tatoueurs clandestins, on doit être 140. Alors ceux qui sont installés depuis un moment, qui ont une clientèle faite, bouffent moins bien qu'avant. Et puis il y a des studios qui ouvrent tous les ans, et puis il y en a d'autres qui ferment tous les ans, et puis des fois c'est pas plus mal, parce que le talent de ces gens-là est, je vais dire du mal, approximatif. Donc tout le monde bouffe moins bien, ça c'est clair. Du reste, si moi je devais ouvrir aujourd'hui, si j'étais un tatoueur débutant qui devait ouvrir, j'irais me mettre loin de Bruxelles. Ça sert à quoi d'être le 141e? Ça sert à diviser la clientèle existante par 141 plutôt que par 140. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Moi j'irais me mettre dans un bled improbable, éventuellement à proximité d'une caserne ou d'un port ou d'un truc comme ça. Puis là j'aurais un vrai réservoir de clientèle. Mais s'installer sur Bruxelles et surtout dans le centre-ville aujourd'hui, il faut bien dire ce qui est, ça n'a aucun sens. C'est se préparer des lendemains qui déchantent et des fins de mois difficiles. Pas d'intérêt. Clientèle fidèle, ça oblige quand même à se compter en nombre parce que les gens ne se font pas tatouer tous les mois non plus. Clairement. Ouais. Clairement, ouais, j'ai une clientèle fidèle, ouais, je suis très content d'ailleurs, je les adore tous. Enfin, les gens reviennent par exemple au bout de combien d'années? Oh, il y en a qui reviennent la même année. Voir le même mois. Ah ouais?
Voilà, ça s'appelle des rentes, ça s'appelle plus des clientes. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie d'écrire le bouquin? Est-ce que c'est le fait de raconter ou bien c'est l'envie d'écrire tout simplement? Il y a les deux. Ouais. Il y a les deux. Typiquement, j'ai bossé pendant un moment, en plus du tatouage, pour un magazine français qui a aujourd'hui disparu parce que le rédac-chef a cru malin de voir si sa tête résistait à une balle de Kalachnikov à Alep en Syrie. Du coup, il est tout mort, et du coup, le magazine n'existe plus. En même temps, ça m'avait donné le goût de l'écriture. Et puis, un jour, une jolie nana qui traînait chez moi a découvert mes anciens écrits. Elle m'a dit « Ouais, dis donc, ok, t'écris pas mal. T'écrirais pas un livre ?» Et puis, peut-être bien que ça me trottait dans le subconscient depuis un petit moment. Et du coup, j'ai écrit le bouquin en 3 semaines, en fait. Parce que je savais que j'avais quelque chose à dire, parce que je savais ce que je voulais dire, parce que je connaissais mes coups de gueule quotidiens et que j'avais envie de les développer un petit peu. Et puis mon banquier était là aussi. Ah non, mais clairement, mon c'est banquier. un personnage important. Mais tout à fait. Salut Laurent, tu vas bien? Non, là, je m'adresse à mon banquier qui peut-être écoute, qui lui aimait énormément les conneries que je pouvais écrire au quotidien sur Facebook. Et puis il m'a dit, lui, au même moment, mais c'est vraiment une conjonction de moments, il m'a dit bon, si t'écris pas de bouquin, moi je collationne toutes les conneries que t'as écrites sur Facebook. Et je fais un recueil qui sera au moins agréable à lire au chiottes ou dans le tram. Du coup, voilà, ces 2 personnes sont arrivées dans ma vie au même moment. La gonzesse s'est barrée après. Et puis, ça a vraiment concrétisé cette envie d'écrire. Bon, après, j'ai eu un coup de bol fabuleux, c'est que j'ai pas eu trop à chercher un éditeur. En fait, j'en ai même pas cherché du tout. Il m'est tombé dessus à l'improviste et avec un contrat qui allait bien. Et voilà, du coup, j'ai un bouquin. J'ai eu du bol, en fait. Tu remets pas mal de trucs à sa place dans le bouquin, notamment les journalistes que t'as pas l'air franchement apprécier. Tu accuses notamment que le tatouage, pour eux, c'est un marronnier, quoi. Mais clairement, alors... Le tatouage, avant que j'écrive ce bouquin, depuis ce bouquin, j'ai peut-être une certaine présence médiatique. J'ai toujours répondu aux journalistes parce qu'un vieux tatoueur m'a un jour dit, bon, de toute façon, le journaliste, il va écrire des conneries. Alors, autant, tant qu'à faire, tant que les conneries soient les tiennes. Il avait pas tout à fait tort. Maintenant, le tatouage, c'est un marronnier dans le pur sens journalistique. Au moment où on n'a plus grand-chose à dire après la rentrée des classes et où on a fait un article sur le prix des cartables et des cahiers à Thomas, si l'actualité est un peu faiblarde, on va voir se pointer 1 ou 2 journalistes, éventuellement un stagiaire et un photographe, souvent stagiaire aussi. Est-ce que le tatouage donne le cancer? C'est ça le genre de question, je suppose. Ouais, c'est plutôt. C'est quoi le motif à la mode cette année? J'ai posé la question. Ouais, tout à fait. C'est la question à 2 balles. Bienvenue au Focus Broadcast marronnier numéro 34. 34 de terre. Épisode 48, à vrai dire, depuis le début du broadcast, du podcast le plus approximatif qui puisse exister. Par contre, ce qui n'a pas l'air d'être marronnier et auquel tu tiens beaucoup dans le bouquin, ce sont les conditions d'hygiène. Donc la fameuse loi de 2005 qui a changé complètement le milieu, mais elle a changé en bien le milieu. Ouais. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que pour une fois, on a une loi qui est venue des professionnels. Ce sont les tatoueurs, essentiellement les tatoueurs wallons à l'époque, qui se sont dit. Bon, un jour, le ministre, il va s'occuper de nous. Un jour, la loi, elle va enfin s'occuper de nous. On va prendre les devants pour que la loi qui viendra un jour ou l'autre, de toute façon, elle soit la plus cohérente, voire la moins conne possible. Je vais passer rapidement sur la gestation de la loi. La loi, elle est arrivée. Elle est pas mal foutue. Alors voilà... ceci est réellement un moment historique parce que je vais dire du bien des gens d'un ministère. Les gens qui sont chargés de la faire appliquer sont des gens ouverts, des gens qui travaillent avec cohérence. Voilà, c'est pas les gens du ministère des Finances, on est d'accord, hein, ce sont les gens du ministère de la Santé. Et puis qui travaillent pour un mieux. Ils arrivent pas dans un studio en voulant tout casser parce qu'ils ont remarqué un petit détail qui colle pas exactement avec la loi, ils agissent avec bon sens. Et ça, faut bien dire ce qui est, c'est plutôt sympa. Maintenant, cette loi, elle a eu dans ses premiers temps, en tout cas, un effet pervers aussi. L'effet pervers de la loi, c'est qu'elle prévoit toujours
un certain type de stérilisateur. Le légiste n'y connaissait pas grand-chose. Pour lui, donc, un bon stérilisateur, c'était le stérilisateur le plus cher possible. Savoir que les stérilisateurs classe B, qui sont obligatoires, la différence entre un classe A et un classe B, c'est 1, le prix, 2, le classe B, il protège aussi du prion de la vache folle. C'est pas forcément tout à fait ce qui est le plus important. J'ai encore jamais tatoué de vache, hein. Je tiens beaucoup à préciser ça. Contrairement Comme un stérilisateur classe B, c'est super cher, il y a un tas de tatoueurs qui étaient très corrects au niveau de l'hygiène et qui n'avaient pas les moyens de se payer ce truc-là qui coûtait à l'époque plus de 5 000 euros. La loi a poussé ces gens-là dans la clandestinité. Ou au lieu d'être contrôlés, mais avec bon sens, ils sont plus contrôlés du tout. Donc ça, c'était vraiment un problème. Maintenant, c'était une maladie de jeunesse de la loi. Aujourd'hui, la loi prévoit toujours ce classe B, mais d'entrer dans les mœurs depuis suffisamment longtemps, puisque ça fait maintenant 11 ans qu'elle existe, et ça pose plus de problème. Je crois qu'une maladie de jeunesse d'une loi, c'est ses effets pervers dans les premiers temps de son application. Parmi ces maladies de jeunesse, donc, il y a eu le renvoi ou l'envoi d'un certain nombre de gens dans la clandestinité, dont la clandestinité perdure toujours. La clandestinité perdure toujours. Maintenant, la clandestinité, aujourd'hui, elle a d'autres causes et d'autres effets. Elle a d'autres causes. Aujourd'hui, un tatoueur qui bosse dans la clandestinité, d'abord, c'est parce qu'il a un niveau d'hygiène à 2 balles. Là, j'ai du mal, carrément, j'en ai rien à foutre. Et deux, souvent un niveau artistique qui lui permet pas de bosser dans un studio non plus. J'imagine qu'on en connaît aussi qui bossent dans la clandestinité ou en tout cas dans la discrétion et qui sont excellents, 1, d'un point de vue d'hygiène, 2, d'un point de vue de qualité. J'en connais 2, en tout cas, tu les connais aussi. Et ce sont vraiment des exceptions. Okay. Il doit y avoir une 60aine de tatoueurs clandestins sur Bruxelles. On en connaît 2. Je répète, vraiment, on les connaît, qui sont bons. Tout le reste, il faut bien dire ce qui est, ce sont des charlots. Les 3/4 des tatoueurs clandestins que je connais, ce sont des gens qui se sont un jour pointés dans un studio professionnel. Salut, j'aimerais bien bosser pour toi et tout, parce que je trouve que tu bosses pas mal, et puis t'es mon idole. Et puis on regarde leur book, on lui fait ouais Coco, écoute, t'es gentil, tu prends ta pelle, ton seau, puis tu vas jouer. Ils ont pas le niveau. Et puis au niveau hygiène, c'est clair que eux n'ont pas un classe B. Je connais pas un tatoueur clandestin qui a fait les frais d'un stérilisateur à 5 000 euros chez lui. On est quand même d'accord là-dessus. Point. Donc c'est dangereux. C'est dangereux, bien sûr. Dans les effets pervers et les maladies de jeunesse de cette loi, il y a une dangerosité qui est en train de s'estomper, si je comprends. S'estompe pas. Les effets pervers sont restés, mais n'ont plus aucun rapport avec la loi. Aujourd'hui, le tatoueur clandestin, il n'a pas été poussé dans la clandestinité, sauf peut-être par le fisc. Ce qui est un effet pervers du fisc aussi. C'est clair que si un jour je dois fermer boutique, ce sera parce que la TVA et autres m'auront pressurisé, et puis que je pourrai plus en vivre parce qu'ils m'auront pris trop de sous, ou qu'ils prennent une partie trop importante de ce que je gagne, et du coup je serai peut-être un jour poussé dans la clandestinité aussi. Mais ce sera plus sous les effets de la loi sur l'hygiène, ce sera sous les effets de la pression fiscale. Le résultat, il est le même, mais la cause, elle n'est pas pareille, si tu veux. Après, on va revenir un peu sur le parcours. Après ton apprentissage chez un tatoueur, disons, X. Ouais, X, ouais. Mais il y a son nom dans le bouquin, c'est. Je sais. Tu t'es mis à ton compte et tu as repris un salon de tatouage. Ça s'est pas exactement passé comme ça. En fait, le tatoueur X dont nous parlons, c'était à la base un brave type, et puis il m'a fait bosser, puis il m'a mis le pied à l'étrier, puis pour ça, je lui dois des remerciements. Et puis il a engagé un autre mec, dont j'ai fait la formation, et puis il nous a engagés tous les deux, et puis il nous faisait bosser tous les deux, et puis lui il bossait de moins en moins, et puis nous on bossait de plus en plus, jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'en fait on ne se contentait pas de le nourrir, on l'engraissait. Alors, dans le même temps, si tu veux, le fait de lui gagner beaucoup de sous sans rien foutre, et puis de fumer un tout petit peu trop de cigarettes qui font rire, ça a transformé en gros con. Et un jour, on s'est dit, on va se débarrasser du gros con. Alors, on l'a jeté de son propre studio de tatouage, en fait. Ça s'est pas passé avec un seul coup de pied au cul, On en a mis plusieurs, puis des petits, puis c'est l'effet de 10 000 mini coups de pied au cul qu'on les fait d'un gros, si tu veux.
Et donc on l'a jeté de son propre studio, il s'est cassé, la honte au front et tout ça. Et puis nous on est devenus les patrons et on a fait maintenant c'est à nous, casser. En gros c'est ça. Et donc on a arrêté de bosser pour quelqu'un d'autre pour se mettre à bosser pour nous. On a juste réalisé le rêve de tout communiste qui se respecte, qui est de virer le patron, de dire l'outil est à nous camarades et voilà. Tu expliques aussi qu'il y a eu tout un flou de la part de l'État vous concernant, parce qu'on savait pas très bien si vous étiez des commerçants, des artisans, des artistes. On sait toujours pas. Maintenant on nous considère mais ça c'est pas neuf, hein. Déjà le journal Le Temps en 1880 et Une Chic considérait les tatoueurs de l'époque comme des artistes. Pendant très longtemps, comme j'ai dit, la seule reconnaissance réelle du boulot, c'était que l'État, dans sa grandeur d'âme, acceptait les sous de nos impôts, ce qui est sympa de sa part. Quand, en 94, j'ai été au tribunal du commerce pour me chercher un numéro de TVA, un registre de commerce, et enfin tous ces trucs-là qui sont nécessaires. Enfin, je trouve pas que c'est nécessaire, mais on doit. J'ai fait bonjour madame, alors je viens chercher mon numéro de TVA, tout ça, parce que je suis tatoueur. Et la dame en question m'a répondu avec un air revêche de par ses lunettes, sous ses lunettes carrées et son chignon gris. Non, vous pouvez pas être tatoueur parce que ça n'existe pas. J'ai répondu alors à votre avis je suis quoi? Alors elle s'est gratté le chignon et puis elle a fait vous êtes artiste. Donc pour le tribunal du commerce, je suis un artiste. Pour la TVA, je suis pas un artiste. Pour la TVA, je suis un commerçant. La TVA pour un artiste, c'est 6%. La TVA pour un commerçant, c'est 21%. Oui, et puis tu peux pas avoir de statut d'artiste non plus, je suppose. Non, je suis pas un artiste, je suis un vulgaire commerçant. Comme je dis à un moment, je crois, si l'État ne rend le vol illégal, c'est parce qu'il ne supporte pas la concurrence. Tu parles aussi de convention dans le bouquin. Parce que je dis du mal. Je dis du mal de tout. En fait, si tu veux que tout le monde soit content, il y a deux méthodes. Soit tu tapes toujours sur la gueule du même, comme ça les autres ils sont contents puis ils sont rassurés. Soit tu tapes indifféremment sur la gueule à tout le monde. Moi, je suis plutôt de cette deuxième optique. Ouais, j'avais bien compris. Ils en prennent tous plein la truffe et puis il y a plus personne qui peut jouer sa petite vexée si tu veux. Ouais. Mais on reviendra aux conventions plus spécifiquement. Mais qu'est-ce que tu penses justement du fait que le tatouage, qui finalement est un truc d'artisan et d'artiste, soit devenu à ce point une sous-culture, parce qu'il y a ces magazines, il y a ces conventions, il y a Taschen qui sort des bouquins sur les tatous de prisonniers russes en 1920. Taschen écrit ses bouquins, et puis les éditions Jourdan la boîte à Pandore publient un tatoueur et tout, tu vois, c'est carrément bien. J'en profite pour dire un petit bonjour à mon éditeur qui est un mec sympa et tout. Qu'est-ce que j'en pense? Que du bien, parce que heureusement qu'avec la multiplication des studios de tatouage, il y a ces gens-là qui est sur notre pub, en fait. Ouais. Donc voilà, c'est très très bien. C'est très très bien. Les conventions, par contre, ça n'assure pas vraiment de pub. Les conventions. Bon, il y a 3 types de conventions. Alors il y a les types de... toutes elles s'appellent conventions de tatouage, toutes ça consiste à mettre dans une grande salle, genre salle paroissiale mais en plus grand, des stands avec des tatoueurs qui bossent, en leur mettant à disposition un bar, des installations de stérilisation, et puis on fait payer l'entrée au public, qui paye l'entrée, et puis qui paye aussi pour se faire tatouer après. Après, il y en a 3 types. Il y a les conventions un peu, il y a le top, genre organisé par les grands noms, et puis il faut être un grand nom pour y être invité, et puis c'est super exclusif et tout. Les grands noms qui sont invités, ils bossent très très bien, ils bossent très très cher, et il y a parfois des gens qui sont beaucoup moins connus qu'eux, qui bossent largement aussi bien. Mais seulement eux sont les plus médiatisés, et puis c'est pas plus mal comme ça. Je parle pas beaucoup de ces conventions-là, même si j'y ai traîné un peu mes bottes à une époque. Soit. Après, il y a ce que j'appellerais les conventions de bonne tenue, qui sont déjà un petit peu plus rares, où on trouve de très bons artistes, moins médiatisés, et puis une très bonne organisation. Le problème de ces conventions-là, c'est qu'en général, ça marche bien 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis les organisateurs, ils s'asseyent un peu sur leur laurier, leur machine, elle tourne. Et puis, comme ils s'asseyent sur leur laurier, ils portent un peu moins de soin au détail, et puis les conventions en question, elles baissent un petit peu en qualité au bout de quelques années. Et puis, il y a les joyeuses conventions locales, alors là, j'ai carrément du mal, tu vois. C'est quand le tatoueur improbable d'un bled tout aussi improbable, il est très très frustré, parce que lui, ce qui lui manque, en fait, dans son shop, c'est 1 ou 2 coupes,
du genre de celles qu'on gagne dans les concours de tatouage, qui ressemblent un peu aux coupes des concours de couillons chinois des retraités socialistes de Blény Trembleur. Coupes qui peuvent éventuellement, dans certains cas, être remplacées par un dragon en résine ou une horreur comme ça. J'en ai un truc totalement immontrable, quoi. Ça te coûte cher, tu dis dans le bouquin quand même, genre une convention à Dublin, c'est quand même plus de frais que ça te rapporte. Disons que j'ai toujours eu la chance de faire des opérations zéro, c'est-à-dire de ramener parfois un peu de sous, puis avec des tatous qui se font sur place, parce avec que des tatouages qui se font sur place. Si tu vas aux États-Unis ou en Irlande, les gens de là-bas vont pas forcément venir dans ton studio ici à Bruxelles. C'est clair. Voilà, ça c'est un peu le but. Maintenant, oui, ça coûte cher. Une convention, puisque tu parles de celle de Dublin, on va en parler. Ouais. Elle dure 3 jours, donc il faut être là 5 jours. Un jour avant pour monter le stand, un jour après pour le démonter. Donc ça fait déjà 4 nuits à l'hôtel. Maintenant on n'y va pas tout seul, parce qu'il y aller tout seul avec pour monter le stand et tout, puis pour transporter le matos. Donc il faut déjà être au moins 2. Donc on est déjà parti sur 8 nuits d'hôtel, 2 allers-retours en avion, même si les allées sur Dublin c'est pas forcément les plus chers. On est déjà parti rien que là-dessus. Sur place, bouffer, taxi, boire. Voilà, bouffer, taxi, boire. Attends, aller en Irlande sans aller boire quelques Guinness et puis voir que, des St. Johnson, non, c'est totalement impossible. Totalement impossible. Donc, on est parti sur un budget qui fait facilement 1500 €. Alors, il faut en faire quelques-uns, des tatouages sur place, pour rentrer dans ces billes. Et c'est là qu'on voit si la convention elle est bien organisée ou pas, en fait. Ouais, il faut déjà bosser. Et puis une convention à Dublin, c'est très très chouette. Ça rapporte plein de pubs dans les journaux irlandais et new-yorkais. Bon, éventuellement dans les journaux belges, un peu moins, quoi. Personne lit les journaux new-yorkais ici. Hormis ton formateur, d'autres maîtres peut-être ? Plein. Je crois que j'ai appris quelque chose de tous ceux qui m'ont tatoué depuis que je me fais tatouer. Il y a un certain nombre de tatoueurs qui ont été joués sur ma peau. Et non, je dis même pas je crois, en fait je suis tout à fait sûr que de tous ces gens-là j'ai appris quelque chose. À commencer par notre ami commun Chad, qui en me tatouant m'a appris plein de trucs, puis puis Bruno Kea, puis plein de gens en fait. Y compris les débutants qui ont joué sur ma peau. Il y en a, puis en les regardant faire, j'ai aussi appris, bien sûr. Par contre-exemple ou par exemple? Les deux. Les deux. Ok. Dans le bouquin justement, tu salues particulièrement, je trouve, Bruno Kea. Bruno Kea, je crois que c'est le seul pur gentleman. Bon, c'est un voyou, hein. Il a quelques cadavres dans son placard. Mais c'est le seul pur gentleman de cette profession qui en compte pas, en fait. Je me compte d'ailleurs pas dans les gentlemen. Un gentleman, c'est quelqu'un qui sort de son bain quand il doit faire pipi. Non, c'est pas vrai. Bruno Kea, je crois que c'est le seul représentant de cette profession qui j'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un. Bruno, quand il a pas de bien à dire de quelqu'un, il n'en dit rien. Et puis ça, à côté de ça, c'est un artiste immense. Puis c'est un type qui est toujours prêt à partager son savoir. C'est un vrai putain de savoir qu'il a. Aujourd'hui, il tatoue presque plus, mais il fabrique des machines à tatouer. Il est où? Il est du côté de Fontainebleau. Et non, c'est un vrai putain de gentleman, ce mec. C'est vraiment, vraiment un type unique. Et si vous avez la chance de vous faire tatouer par lui, je crois que ça t'est arrivé, Philippe. Non. Je me suis fait tatouer dans son salon, Chaussée-d'Or, mais je me suis pas fait tatouer par lui. Ah ben voilà, c'est un type immense, en fait. Et il tatoue plus? Il tatoue presque plus. Je crois qu'il tatoue encore 1 ou 2 fois par semaine chez Tintin, quelque chose comme ça. C'est ce qu'il m'a dit la dernière fois que je l'ai vu, en tout cas. Les machines, à l'image des encres, les machines ont évolué aussi, pas je présume? Pas beaucoup. Non? Pas beaucoup. On retrouve maintenant des machines rotatives que moi j'aime pas beaucoup parce qu'elles sont elles sont plus douces dans la peau, mais elles sont un petit peu moins précises aussi au niveau du trait. Donc moi je suis pas un grand fan. Maintenant il y en a qui aiment. Là j'ai pas, voilà, c'est leur problème. Mais sinon la machine à tatouer telle qu'on la connaît en réalité, c'est une invention d'un certain Samuel Oreilly qui travaillait avec Thomas Edison dans les années 1880. Et la machine, elle n'a pas vraiment beaucoup évolué depuis, pas de façon marquante en tout cas. C'est toujours à peu près le même truc. C'est toujours à peu près la même mécanique, donc un électroaimant. Deux électroaimants, voilà, 3 ressorts et voilà.
Pourquoi est-ce que, à ton avis, pourquoi est-ce que les fabricants, justement, n'adoucissent pas un peu le look de ce type de mais ils l'ont machine fait. pour rassurer Ils l'ont fait, ça Pékin rassure, moyen, mais c'est on va tout. dire. Ils l'ont fait, ça rassure, mais c'est tout. En même temps, c'est pas forcément qu'un atout. Parce qu'en mettant des joyeuses carrosseries beaucoup plus sympas, d'abord le moteur il reste le même. Sauf que ça adoucit le bruit. Et ça, c'est pas un atout. Une bonne machine, ça se règle à l'oreille. Du coup, adoucir le bruit, c'est pas forcément une bonne idée. Et puis, ça diminue le nombre de réglages possibles. De changer la carrosserie. Bon, là, on entrerait dans un débat technique qui serait vachement long, si tu veux. Mais, ouais, ces nouvelles machines, moi, je suis pas convaincu. Et le dernier tatoueur qui m'a tatoué, qui est pourtant un jeune, un gamin de la nouvelle génération, qui est un petit mec très bien et tout, il a essayé, et puis, il en est vite revenu, quoi. Maintenant, je connais des gens fabuleux qui bossent avec ces bécanes-là, hein. La question n'est pas là. Après, la technique, ça change pas grand-chose, en fait. Enfin, à ce niveau-là, en tout cas. La machine ne change pas grand-chose. Une bonne machine, voilà, à partir du moment où c'est une bonne machine, le carénage qu'il y a autour, on s'en fout un peu, en fait. Est-ce qu'il n'aurait pas une tendance à tenter de faire oublier que ça fait quand même putain mal? Si, il y a une tendance Ouais. à tenter de faire oublier ça, que ça fait quand même putain mal, et puis je crois que la douleur, elle fait partie du truc. Et puis même sur moi, la douleur, je l'ai pas ressentie de façon très très différente. Typiquement, un jour, je me fais tatouer, par Bruno Kea, justement. Et il bosse sur moi pendant 5 heures. Et puis, je sentais que dalle. Non, la tatouage, elle est très bien. On racontait des conneries, je comptais les mouches au plafond, on faisait des pauses cigarettes et des pauses pour dire des bêtises, voilà. Et tout se passait très 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 bien, j'avais pas mal du tout. Je prends rendez-vous avec lui pour faire continuer ce tatouage 2 mois plus tard, la peau avait bien cicatrisé, c'est la même main, c'est le même tatoueur, c'est les mêmes machines, c'est les mêmes réglages, c'est les mêmes tout. Et là, au bout de 45 minutes, je lui dis, stop, Bruno, je tiens pas. Et je tenais pas, je crevais de mal. Et il bossait sur Paris à ce moment-là, je m'étais quand même tapé 300 bornes aller et puis 300 bornes retour pour aller me faire tatouer par lui. Du coup, la douleur, c'est un truc, c'est vachement perso, puis c'est vachement subjectif, puis ça dépend du moment, de ton état physique, de comment t'as dormi, de ta fatigue, de si t'as engueulé avec ta meuf la veille, enfin la totale, quoi. L'image que donnent les films du mec complètement bourré, est-ce qu'on est obligé d'être complètement pété pour se faire tatouer? Plutôt le contraire, en fait. Si t'es complètement pété, chez moi, tu vas te faire jeter. Ouais. Déjà, parce que t'es complètement bourré, donc tu me casses les couilles. Ouais. Et, casser les couilles au tatoueur, c'est un bon moyen pour avoir un mauvais tatouage, en fait. Tu vois. Avec ça, l'alcool décoagule, non? Enfin, l'alcool liquéfie le sang. Liquéfie, voilà. Ça veut pas dire que le tatouage il sera plus mauvais, ça veut dire juste que le tatoueur il aura plus de mal parce qu'il verra moins bien. Mais ça c'est encore relativement accessoire. L'aspirine elle fait le même effet en fait. Mais par contre juste se pointer bourré, non. T'arrives bourré, tu repars sans tatouage, c'est aussi clair que ça. Bon, de nouveau chez les tatoueurs qui peuvent se le permettre, qui peuvent se permettre de dire non à un client parce qu'il est pété. Tout le monde peut pas se permettre ça. Des tabous. Ouais, je sais pas dessiner les croix gammées. Ouais, c'est parce que je sais pas dessiner en fait. Une croix gammée, je sais pas, j'arrive même pas à voir comment ça. On a beaucoup rigolé la semaine dernière en faisant la première prise de cette interview, en parlant de ce regrettable incident qui est extrêmement médiatisé d'une jeune fille qui est sortie avec 50 étoiles sur la tronche. Ouais, alors ça, typiquement, il y a beaucoup à dire là-dessus. On parle de valeur, effectivement, on parle de valeur, on parle on parle d'éthique. On parle de 2 choses. Alors, effectivement, dans le chef du tatoueur qui a fait ce truc-là, au niveau éthique, ce mec, c'est que dalle. Là, je pourrais dire un mot plus grossier, mais voilà, le micro, il va rougir. Si je dis vraiment ce que je pense de ce type-là, c'est qu'une gamine de 18 ans se pointe pour un tatouage sur la truffe, il n'y a qu'une seule réponse pour un mec qui a un minimum d'éthique, c'est non, casse-toi, prends ta pelle, ton seau, ta Barbie, va jouer ailleurs. Même si t'as 18 ans, que t'es majeur et que t'as toutes tes dents, je ne te tatoue pas sur la truffe. Ça, c'est 1. Donc, ce gars a réellement accepté de faire que ce soit 3 ou 50 étoiles sur la truffe de cette gonzesse. C'est non. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la gonzesse en question, elle a prétendu ne vouloir que 3 étoiles et être sortie avec 50. Alors, t'en sais quelque chose, un tatouage, ça fait mal. Si tu me demandes 3 étoiles, ça va prendre un quart d'heure. Si tu m'en demandes 50, ça va me prendre 2 heures. C'est pas du tout le même jeu. Donc, pour moi, elle a bien demandé à avoir 50 étoiles.
D'autant plus que dans le chef du tatoueur, si tu me demandes un machin à 50 €, je vais pas t'enfiler pour 200 sous prétexte que je t'aime bien. Je suis pas là pour faire le bien sur terre, je suis pas Mère Teresa, j'ai moins de rides qu'elle. Du coup, non, je te fais pas cadeau d'1h30 de boulot. C'est pas comme ça que ça fonctionne, j'ai une famille à nourrir. La gonzesse, elle a vraiment voulu ses 50 étoiles. Alors, elle prétend qu'elle s'est endormie en demandant 3, puis qu'elle s'est réveillée en ayant 50. Ça, c'est quelque chose auquel je crois pas du tout. S'il arrive à certaines personnes, parfois, de s'endormir un tout petit peu, genre 5 minutes pendant un tatouage, c'est pas quelqu'un qui fait son premier tatouage à 18 ans qui va s'endormir pendant l'expérience. Il y a le stress qui est là, il y a la douleur qui est là, non. C'est un tatouage sur le visage de surcroît. De surcroît, si elle a demandé, paraît-il, un machin sur la tempe, si je te touche la tempe avec le doigt, puis qu'après je te touche le nez, tu vas sentir que c'est pas le même endroit de ton visage. A fortiori, si je plante des aiguilles dedans, tu vas vraiment sentir la différence aussi. Pour moi, ce qui s'est passé, et c'est très clair, elle a demandé ses 50 étoiles, lui, il a été assez pas pro pour accepter. Après, elle est rentrée chez elle, elle s'est fait engueuler par papa, et je comprends le papa aussi, d'ailleurs, et puis elle a inventé une couillonnade. Et du coup, la couillonnade a fait le buzz et tout. Ça a fait une pub, d'ailleurs, à ce lamentable tatoueur. Et puis, bon, c'est la preuve que la pub, qu'on en parle en bien ou qu'on en parle en mal, pourvu qu'on en parle, et c'est déjà bon comme ça fait déjà de la pub. Pour vivre revivons cachés, ou le phénomène... Ah, fiscalement, en tout cas, oui. Au-delà de fiscalement, la pub est une nécessité. La pub est malheureusement une nécessité. C'est dommage, parce que les gens, ils viennent plus te voir parce que t'es bon, ils viennent te voir parce que t'as fait de la pub, ou ils viennent te voir parce qu'ils ont entendu que t'étais pas trop cher. Malheureusement, les gens ne viennent plus te voir, à part les quelques vrais amateurs, qui sont des gens beaucoup plus rares qu'on ne le croit. Eux viennent te voir parce que t'es bon, parce qu'ils ont entendu parler de toi, parce qu'ils aiment bien ce que tu fais. Les autres, ils viennent parce qu'on t'a fait de la pub, ou ils viennent parce qu'ils ont parce qu'ils ont entendu que t'étais pas trop cher, ou que t'étais sympa avec une copine à elle et tout. Voilà. Et l'autre truc étonnant, dans le bouquin, tu disais que c'était qui? Les Suisses qui venaient beaucoup parce que ça coûtait un pont chez eux. Ah oui, les Suisses, ça coûte un pont chez eux. Et puis il y a pas mal de choses qui coûtent un pont, les montres, le vin blanc, tout ça. Ils viennent pas spécialement acheter leur Toblerone ici. Pourquoi viennent-ils se tatouer à Bruxelles? Non, mais moi j'ai des clients qui viennent de Suisse. Ça leur coûte moins cher de faire un aller-retour en avion, deux nuits d'hôtel, un tatouage et 4 restos, que de se faire tatouer en Suisse. En Suisse, ça coûte un prix fou. Et c'est pour dégoûter les gens ou... Peut-être parce que le loyer en Suisse il est cher, du coup le tatoueur il doit payer son loyer aussi, et puis le loyer de son shop. Et puis ainsi de suite, les Phil Collins et les chèques arabes ne sont pas spécialement tatoués non plus. Il habite en Suisse, Phil Collins. Johnny Hallyday aussi, non? Pardon. Non, on est censé rester. Alors on a dit merde, couille et tout, mais on est censé rester poli quand même. J'ai un copain qui habitait Genève, et son voisin c'était Phil Collins, quoi. Moi j'ai une copine qui habite Genève, mais elle exerce un vieux métier, tu vois. Puis je l'adore en fait. Il y a d'autres typologies. Il y a aussi une typologie chouette. Bien sûr, mais bien sûr. Les clients dont je me fous de la gueule, et puis les clients que j'aime pas, et puis les clients sur qui je casse du sucre, en réalité, c'est même pas 5%. En fait, la plupart des clients, ils sont très chouettes. Non, tu fais pas un bouquin en disant, alors voilà, j'ai eu des gens chouettes aujourd'hui. Et puis, même toi, quoi, dans n'importe quel boulot, je veux dire, le médecin qui rentre chez lui le soir à sa femme, il parle de ses patients de la journée, il dit pas, moi j'ai eu que des gens géniaux. De qui va parler le médecin qui rentre et qui papote avec sa femme autour du pot-au-feu familial le soir? Il parle du mec qui l'a fait chier, tu vois. Il raconte des histoires comiques, s'il a de l'humour, hein, mais la plupart des médecins que je connais en ont, en tout cas. Il parle des trucs comiques, mais un peu chiants, qui lui sont arrivés pendant la journée. Après, si tu parles que des gens chouettes, le niveau anecdote, il se résume à 2 minutes, tu vois. J'ai eu que des gens cool aujourd'hui. Ah non, ça fait pas une conversation familiale. Par contre, si t'as un bel enfoiré qui te a bien cassé les burnes, là, tu racontes une histoire. Puis en même temps, c'est la capacité à rire des emmerdeurs qui fait le plaisir de la vie. Maintenant, on rigole des blaireaux, mais à un moment, je crois que je le dis, c'est que voilà, à un moment de notre vie, on s'est tous comportés comme des cons quand on est des mecs. Et puis quand on est une nana, quelle nana qui peut dire, se regarder dans la glace et dire, j'ai jamais été une garce de ma vie. Qui peut se dire qu'il n'a jamais été con de sa vie non plus. Les vrais cons, en fait, c'est les gens qui sont cons tous les jours.
Nous, on a tous été cons à un moment ou à un autre. Bon, après, il y a surtout toi, si tu veux. Non, la plupart de mes clients, c'est des gens très chouettes. Ouais, on va être clair là-dessus. Puis je le dis aussi. Je me dis, voilà, je me fous de la gueule de 5% de clients casse-couilles. Et puis après, tous les autres, ce sont des gens très chouettes. Et puis ça, ce sont ceux qui achètent mon livre, d'ailleurs. Voilà, mais soit. Jean-Michel Snook, merci. De rien. Bah voilà. Merci à toi. Les mémoires d'un tatoueur sont publiés aux éditions La Boîte à Pandore dans la série Témoignages et documents et sous-titré L'encre raconte toujours une histoire. Tu en as raconté plein. J'espère que ça donnera aux gens l'envie d'en savoir un peu plus. Et pour le tatou... Achetez mon livre. Achetez le livre. Et pour le tatou, débrouillez-vous. C'est dans le centre-ville. Ouais, mais carrément. Près d'une rue où on mange très mal. On ne sait pas dire plus. On dit pas de nom, hein. On dit pas de nom. Ouais. En fait. Focus Broadcast, c'est donc terminé. On se retrouve dans 15 jours ou 3 semaines. On ne sait jamais. On est de plus en plus approximatif, autant avec le contenu, la présentation que la régularité. Quoi qu'il en soit, ciao, ciao. Merci, bye bye.